Voilà, bonjour à tous. Je suis Jérôme Roth, je suis le président de l'UIA. Je suis ravi de présenter ces intervenants distingués ce matin sur la question de la médiation en ligne, les avantages et les défis. Je dis ce matin parce qu'il est 8 heures maintenant du matin ici à San Francisco, où je sais qu'il est l'après-midi en Europe et le soir en Asie. Mais voilà le nouveau monde que nous habitons dans cette période. L'UIA a été très active, comme vous savez, pendant cette période de Covid. Nous avons organisé et présenté une trentaine de webinars. Nous avons de nouveaux podcasts, des vidéos en ligne, des sites dédiés au sujet de Covid et autres sujets. Nous aurons notre congrès virtuel au mois d'octobre, à la fin d'octobre, au lieu de le congrès à Guadalajara qui a été reporté à l'année prochaine. Et le sujet ou le thème de notre congrès virtuel sera autour du monde juridique en 3 jours. Et j'espère que nous vous verrons là. Et aussi, je viens d'organiser avec LawAsia pour la première fois un webinaire sur le sujet de la médiation aussi, qui aura lieu en août, le 18 août. On a organisé conjointement avec LawAsia pour la première fois. J'espère que nous vous verrons là aussi. C'est une nouvelle collaboration avec ce groupe international d'avocats asiatiques. Et avec ça, je vais passer la parole, je crois, à Georges Fegali, notre président de la commission de médiation, et après Georges, à notre modérateur, mon ami Mohamed, et puis après à David et à Catherine. Bienvenue à tout le monde. Je vais éteindre mon caméra et merci à tous. Au revoir. Merci Jerry, merci beaucoup. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire. La commission de médiation et de prévention des conflits a commencé aujourd'hui une série de webinaires. Le premier, qui a commencé depuis déjà 1 heure et vient de terminer, a été en anglais. Bien sûr, le grand thème pour aujourd'hui, c'est la médiation en ligne. Et maintenant, on vient de commencer le second qui sera en français avec 2 éminents orateurs. La médiation en ligne ou séance de médiation virtuelle ou bien médiation à travers une conférence télévisée, des mots, des titres, des slogans qu'on entend beaucoup durant cette période du Covid-19, dans le but de continuer à utiliser la médiation comme un moyen à résoudre les conflits. Dans le premier webinaire, j'ai partagé avec l'audience mon expérience en médiation en ligne durant 9 ans. Avec la Banque mondiale et aussi au dehors de la Banque mondiale. Et les avantages de quelques problèmes qu'on peut envisager et les solutions à ces problèmes. Aussi, notre collègue Jody Sen nous a présenté le protocole de la médiation en ligne. Maintenant, durant ce webinaire en français, 2 éminents orateurs interviendront toujours sur le même thème, la médiation en ligne, et qui seront tout de suite présentés par le modérateur Lotfi El-Ajiri. Le troisième webinaire sera présenté en langue arabe le 20 juillet prochain. Et les intervenants seront Lotfi aussi et Majed Garoub de l'Arabie Saoudite et moi. Je veux aussi profiter de cette occasion pour vous inviter à assister aux activités de notre commission durant le congrès virtuel de l'UIA qui sera entre le 28 et le 30 octobre prochain. Et maintenant, je donne la parole au modérateur de ce webinaire, le secrétaire de la commission de médiation, Maître Lotfi El-Ajiri. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami, merci beaucoup, cher président. J'ai le plaisir aujourd'hui, l'immense plaisir de retrouver mes amis et nos éminents intervenants aujourd'hui, qui sont Catherine Pelvé et David Lutran, qui vont nous parler d'un sujet d'actualité, d'un sujet d'extrême importance.
qui a été en fait mis sur la table aujourd'hui plus que jamais par cet épisode Covid-19. Et moi, je me rappelle, Georges parlait de la médiation par Internet il y a quelques années, et on disait que c'était impossible de conduire donc une telle médiation, ou de la concevoir, parce que comme on le sait tous, il y a cette composante de communication qui est fondée sur le body language, sur l'empathie et sur tous les outils de communication qu'on pensait impossible en fait à percevoir à travers Internet ou les outils électroniques. Aujourd'hui, l'expérience a prouvé qu'on pouvait aller au-delà de la conception d'une médiation présentielle. Et nos amis, donc Catherine et David, vont partager avec nous leur expérience qui a été aussi vécue pendant cet épisode-là, et qui a certainement enrichi donc, cette vision des choses. Et j'ai un immense plaisir donc, de vous présenter mon amie et maître Catherine Pelvé, qui est avocate au barreau de Paris depuis 1994, qui est une passionnée par la médiation, qui a une expérience internationale dans beaucoup de cabinets d'avocats internationaux comme Cleary Gottlieb, Steen Hamilton, Freshfield, qui a ensuite fondé son propre cabinet, qui a été formé ensuite à la médiation et aux ADR en général. Elle a été accréditée par le CMAP à Paris. Elle a aussi suivi une formation de négociation raisonnée à l'université d'Harvard. Et puis, elle participe dans beaucoup d'associations qui sont dédiées à la médiation. Et elle a une activité très intéressante au niveau du CMB pour la mandature de 2018 à 2020. Et elle est vice-présidente de la commission du droit et de l'entreprise du CMB. Je vous donne la parole, Catherine, et ensuite, donc, je présenterai notre ami David. Merci beaucoup, Mohamed. Je suis très heureuse d'intervenir aujourd'hui devant vous. Je remercie l'UIA, son président Jerry Ross, qui a fait notre introduction, le président de la commission médiation et règlement des litiges, qui nous fait l'amitié de se joindre à notre webinaire, Georges Fegali, merci de ta confiance. Son secrétaire général, Mohamed Lotfi, qui nous fait l'amitié et qui a le courage de nous modérer. Et puis, last but not least, mon confrère, collègue et ami David Lutran, qui me fait la confiance de co-intervenir à mes côtés sur ce sujet et avec lequel j'ai déjà eu l'occasion de collaborer de façon très efficace. En ce qui me concerne, j'ai remarqué que le confinement, qui nous a apporté beaucoup de mauvaises choses, nous a apporté une accélération évidemment des outils et des pratiques numériques, que la médiation n'y a pas coupé. J'ai, par l'expérience de Georges, en termes de durée en matière de médiation en ligne, puisque c'est le confinement qui m'y a attelé. J'avais une forme de réticence et je constate qu'il y a dorénavant une appétence. C'est très intéressant de faire ce constat-là. J'avais pour ma part un ressenti et je constatais des réactions plutôt négatives au début du confinement par les parties et leurs avocats qui se disaient à l'époque qu'il était peut-être préférable d'attendre une réunion physique. Et finalement, le temps passant et les blocages n'aidant pas les réunions physiques, un certain nombre se sont aperçus que ce serait finalement utile et intéressant de s'atteler à la médiation en ligne pour pouvoir avancer. Et c'est à cette occasion que j'ai pu pratiquer cette nouvelle technique que je classe pour ma part comme une technique supplémentaire à la disposition du médiateur qui veut s'outiller pour être compétent dans les différentes formes de sa pratique. Donc, mon intervention a pour objet d'une part de dresser quelques constats et ensuite de
partager quelques astuces ou conseils s'agissant de la mise en place de la médiation en ligne. Et mon confrère et ami David Lutran partagera son expérience s'agissant de la conduite de la médiation en ligne. Et puis, on verra ensuite comment, entre nous, le cas échéant, mettre en place un débat pour que Mohamed puisse avoir la chance de modérer tout ça. Donc, les constats qui étaient les miens étaient marqués donc une forme de réticence à la médiation en ligne, étaient la croyance que j'avais, comme quoi les certitudes ne sont jamais bonnes, qu'on perdrait le contact, qu'on n'aurait pas d'interaction physique, qu'en qualité de médiateur, je n'aurais pas de lecture du non-verbal et donc de cette forme de communication-là, que c'était trop nouveau et que je n'aurais pas les capacités et la connaissance suffisante pour pouvoir conduire une médiation en ligne, et que finalement, tout ça ne permet pas du tout d'établir un lien de confiance entre les parties. J'étais également partie du constat qui était qu'il y avait des contraintes d'ordre technique, cette fois-ci, non plus d'ordre personnel, qui était que c'était compliqué d'identifier une plateforme de médiation en ligne, que jamais je ne réussirais à maîtriser une telle plateforme, que je ne pouvais pas garantir l'efficacité de la bande passante et donc du résultat de la médiation en ligne, et de façon plus générale, que je n'étais pas en mesure, en ma qualité de médiateur, de pouvoir assurer la confidentialité entre les parties, et que je ne voyais pas non plus comment j'allais pouvoir me faire payer si je ne rencontrais personne pour ces médiations en ligne. C'était mes constats au départ. Évidemment, vous l'aurez compris, après avoir pratiqué, on est convaincu et les constats seront plus positifs lorsque nous conclurons, David et moi, ce webinaire. Mais pour partager quelques expériences sur comment finalement j'y suis arrivée, je commencerai donc par des éléments qui concernent, ou des astuces, des conseils qui concernent la préparation d'une médiation en ligne. Qu'est-ce qui me paraît aujourd'hui important à partager avec vous s'agissant de la préparation, et David continuera sur la conduite. Ce que j'ai pu noter, c'est qu'il y avait effectivement un certain nombre de contraintes, des contraintes d'ordre personnel que j'ai rappelées et des contraintes d'ordre technique qui m'ont conduit à modifier légèrement ma pratique en ligne pour pouvoir assurer aux parties et à leurs avocats une bonne préparation en amont d'une réunion plénière en ligne. L'objectif d'une médiation, même en ligne, reste de pouvoir se réunir en plénière d'une part et en entretien séparé ou en caucus d'autre part lorsque nécessaire. Mais commencer une médiation par une médiation en ligne, par des réunions en ligne, en visioconférence ou même en téléphone, est difficile lorsqu'on n'a jamais rencontré les personnes et lorsque les personnes, avocats, parties, ne se sont pas rencontrées. Il me semble donc important de faire attention quand on prépare sa médiation en ligne à 3 points. La mise en place technique de la médiation, l'installation du processus avec les parties et avec les avocats, et enfin la gestion des salles séparées ou des réunions séparées sous forme de caucus. Premier point, la mise en place technique. Pour ma part, donc je parle de ce que je connais. Les deux outils que j'ai pu tester ou utiliser sont Zoom et Tixeo, avec des avantages et des inconvénients. Il sera peut-être dans le cadre de questions utile d'y revenir. L'outil que j'ai trouvé le plus flexible, c'est la plateforme Zoom. Tout ça pour arriver à la conclusion de ce premier point technique, qui est d'avoir à la fois un outil qui soit très agile en termes d'organisation, assez léger sur le plan technique, léger, c'est-à-dire pas nécessairement le télécharger, mais permettre aux parties de pouvoir se connecter facilement aux liens de plateforme, et un outil qui soit flexible et qui permette un certain nombre d'options. J'y reviendrai sur les salles séparées.
J'ai également trouvé utile dans ma pratique d'établir un guide d'utilisation selon la plateforme que j'utilise pour le transmettre en amont aux parties et à leurs avocats, ce qui leur donne commence à leur donner une forme de confiance dans le processus et des clés techniques pour pouvoir se connecter ou utiliser un certain nombre de données. Après, ils le lisent ou ils ne le lisent pas, mais en tout état de cause, ils l'ont à disposition si besoin pour pouvoir gérer leur propre connexion à la plateforme de médiation en ligne. Je conseille également, si c'est possible, de pouvoir faire appel à un tiers animateur pour gérer les aspects techniques lorsque la médiation comporte de nombreuses parties. Lorsque c'est une médiation avec 2-3 parties, c'est gérable encore par le médiateur. Mais si la médiation comporte un certain nombre de parties, une médiation qui est lourde en termes de personnes, c'est assez intéressant d'avoir quelqu'un qui puisse gérer les connexions à la plateforme et les éventuels problèmes techniques qui peuvent surgir. J'ai modifié ma convention de médiation de façon à pouvoir intégrer la dimension en ligne de la médiation, les points les plus importants étant la question de la confidentialité, je pense, sur laquelle on va revenir tout à l'heure, puisque c'est un point qui est lié plus à la conduite de la médiation. Voilà pour les points techniques. Pour ce qui est de l'installation des parties et de leurs conseils, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que il est plus difficile, lorsqu'il s'agit de médiation en ligne, de commencer son processus par une réunion plénière, en particulier lorsqu'on ne connaît pas les parties et ou les avocats. Et il est très utile d'organiser des entretiens séparés en amont de la réunion plénière en ligne pour pouvoir justement installer la médiation, installer le processus de médiation, installer les parties dans ce processus, installer les avocats dans ce processus, les mettre à l'aise et leur donner confiance dans le processus en ligne qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Les installer, c'est-à-dire, d'une part, les familiariser, le cas échéant, aux problématiques techniques pour que les problèmes techniques ne soient pas une source supplémentaire de tension dans une situation dans laquelle il peut y avoir d'ores et déjà des tensions. Et une partie peut ne pas souhaiter apparaître comme affaiblie vis-à-vis de l'autre parce qu'elle rencontre un problème technique et peut préférer avoir une gestion de ces difficultés techniques de connexion ou de connaissance de l'outil de médiation en ligne avant de se réunir avec la partie adverse qu'elle va rencontrer en médiation. Donc, ça permet de purger les problèmes techniques et d'installer la confiance dans le processus. Ça permet également au médiateur, puisqu'il s'agit également de savoir gérer son processus, de prendre un peu de distance par rapport aux problématiques techniques et d'avoir purgé ces problèmes avant de commencer son rôle de médiateur dans une médiation où les parties se retrouvent en plénière. L'autre avantage, évidemment, de l'entretien séparé avant la réunion plénière, donc d'un entretien séparé en ligne, c'est de pouvoir rencontrer les parties qu'on ne connaît pas nécessairement ou les avocats, et donc d'établir d'ores et déjà un lien de confiance avec les uns et les autres. J'ai remarqué que lorsqu'on le fait par téléphone et lorsqu'on le fait ensuite en ligne, on établit un premier lien par téléphone qui est oral, qui permet de savoir qu'on est disponible, etc., etc. Mais à partir du moment où on se voit, en ligne, certes, mais où l'on se voit, on a tout de suite une connaissance plus approfondie du lien. On approfondit ce lien. Ça ne veut pas dire que le lien est aussi approfondi qu'en matière de médiation en présence physique, mais on connecte à ce moment-là, ce qui est plus difficile lorsqu'on l'est uniquement par téléphone. Donc, je dirais qu'entre rien du tout ou une médiation en ligne, c'est bien sûr une médiation en ligne. Mais on ira plus loin sur les opportunités que peut offrir la médiation en ligne.
Enfin, et je vais laisser la parole à David pour la suite, j'ai pu également constater l'intérêt de ces réunions séparées pour préparer sa médiation en ligne, pour recueillir un certain nombre d'informations auprès des parties, informations d'ordre de, comment dire, matériel, comme les numéros de téléphone, et notamment de téléphone portable des uns et des autres, pour pouvoir disposer d'un moyen de se joindre si jamais la connexion ne se fait pas ou se défait et bloque, et donc de pouvoir disposer des numéros de téléphone pour pouvoir joindre les uns et les autres pour réorganiser le cas échéant, et pouvoir avoir un plan B si la bande passante ou la connexion ne se fait pas. On en parlera pendant la partie sur la conduite de la médiation en ligne, mais c'est bien à la préparation qu'il faut faire ça. J'ai également trouvé intéressant, lorsqu'on prépare en amont, de gérer avec les parties le temps qu'on va passer en ligne, puisque j'ai constaté que le temps d'une médiation en ligne est plus court qu'une médiation physique. Le cerveau, probablement étant plus résistant à la distance qu'au contact physique. Et par conséquent, pour ma part, des réunions de 1h à 1h30 maximum m'ont paru utiles, et des réunions plus longues étaient plus difficiles pour chacun des intervenants participer et suivre. Donc toutes ces choses-là se préparent en amont, de même que on peut préparer en amont de sa médiation en ligne, enfin de sa réunion plénière en ligne, avec les parties, selon le cas, si c'est possible. Ça m'est arrivé dans un cas, les points à traiter qu'on a distribués par réunion. On a décidé que tel point, ce serait une réunion de 1 heure, tel point, ce serait une réunion de 1 demi-heure, tel point, ce serait une réunion de 1 heure et demie. Et par conséquent, ainsi, on a structuré avec les parties le processus pour leur permettre de se connecter à différentes reprises sans rester connectés, par exemple, toute une matinée ou toute une après-midi. Et enfin, en amont, on peut sensibiliser les parties lorsqu'on utilise l'outil Zoom aux salles séparées et à l'utilisation de ces salles séparées, ces sous-salles qui permettent de faire des entretiens séparés, dont on pourra vous parler plus précisément si nécessaire. Donc non seulement les sensibiliser à la possibilité de créer pendant une réunion plénière ces sous-salles séparées, mais également à l'étanchéité de ces salles, ce qui rassure les uns et les autres sur le fait que lorsqu'ils sont dans une sous-salle séparée, ils sont bien en pleine confidentialité, et que l'autre sous-salle séparée n'entend pas ce que la première sous-salle séparée peut dire. J'en reste là peut-être à ce stade. Merci beaucoup, Catherine. Laisser David continuer sur la conduite de la médiation. Ouais. Merci infiniment, Catherine. C'était une présentation très précieuse où vous nous avez rappelé cette importance de lutte contre ces peurs, en fait, les peurs que l'être humain peut avoir en général face à la gestion d'un conflit, et particulièrement les appréhensions qu'on peut avoir avant d'entrer dans un processus de médiation, et toutes ces mesures qui tendent à installer la confiance, qui paraît le maître mot en fait dans ce processus de préparation donc de cette médiation. Merci infiniment. Donc je donnerai la parole à mon ami et notre ami et à maître donc David Lutran, qui est avocat au barreau de Paris depuis 2004, qui est spécialisé dans le contentieux en droit des affaires et qui est depuis longtemps un passionné de la médiation.
où il est agréé en France donc par le CMAP en tant que médiateur inter-entreprise, qui est certifié, comme je le disais, donc comme médiateur et qui a participé dans pratiquement toutes les tables rondes, tous les séminaires internationaux pendant toutes ces dernières années et qui ont eu pour objet donc la médiation. Donc Maître Lutran est réellement un passionné de la médiation. Il a eu beaucoup de contributions très pertinentes et c'est avec un énorme plaisir que je lui donne la parole pour qu'il nous parle donc après la préparation de la conduite même de cette médiation, après cette présentation très pertinente qui vient d'être faite par notre amie Catherine. Merci beaucoup, Lotfi. Merci beaucoup, Georges, et merci beaucoup, Catherine. Avant d'entrer donc dans le vif de mon propos qui concernera la conduite de la médiation par visioconférence, j'aimerais juste rebondir sur ce que Catherine a dit et sur ce que Lotfi a justement relevé. Je crois que la clé de la médiation en ligne, c'est effectivement la confiance. J'ai entendu les réticences que Catherine avait pu avoir au début lorsqu'elle a dû faire une médiation en ligne parce qu'il a été contrainte compte tenu du contexte de Covid. J'avais les mêmes. C'était peut-être moins, comment dire, je comprenais peut-être moins bien, je réalisais peut-être pas aussi bien qu'elle, mais j'étais pas très à l'aise. Pas très à l'aise, en effet, sur quel contact va-t-on avoir avec les parties, comment on va faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise, comment on va gérer les aléas techniques, sachant que la plupart des personnes n'ont jamais fait l'expérience de la médiation en ligne et souvent n'ont d'ailleurs jamais fait l'expérience de la médiation du tout. Donc, il y avait un challenge qui était double et qui n'était pas évident à appréhender. Donc, je pense que s'il y a deux choses à avoir en tête pour la préparation de la médiation en ligne, il faut être à l'aise soi-même, il faut mettre les gens à l'aise et il faut créer du lien avant en effet le déroulé de la médiation pour que la confiance se passe. C'est absolument déterminant dans la mesure où lorsqu'on est en ligne, les processus sont beaucoup plus concentrés. Lorsque l'on se rend compte dans le cadre de médiation présentielle, on sait qu'on n'aboutira pas tout de suite, que ce sera un processus qui va prendre du temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc., avec des séquences qui sont bien identifiées. Lorsqu'on travaille en ligne, en fait, ça va très vite. Ce qui veut dire que, en fait, la médiation commence véritablement à partir du moment où l'on fait la démarche d'aller vers les avocats pour leur parler, pour découvrir avec eux leur appréhension du dossier, connaître un petit peu aussi la perception de leurs clients et en fait assez vite identifier s'il peut exister des pistes d'accord à explorer. Et moi, ce que j'avais fait dans ce cas-là, donc une médiation commerciale assez classique, de rupture brutale de relations commerciales établies dans le secteur de l'agroalimentaire. Des problématiques étaient très bien identifiées. Il y avait eu un contentieux auparavant, donc des écritures avaient été prises, etc. Donc les problématiques juridiques étaient assez claires, les enjeux étaient assez perceptibles. Donc du coup, l'idée, ça a été de faire connaissance avec les avocats, d'échanger individuellement avec eux, et ensuite, préalablement à l'organisation de la médiation plénière, d'échanger à 3 pour dégrossir un petit peu le dossier. Ça a créé les conditions de la confiance et les conditions d'un dialogue qui était sain et constructif entre le médiateur et les avocats, sachant que les avocats jouent un rôle tout aussi déterminant pour le bon déroulé de la médiation, que l'on soit dans le cadre d'une médiation en ligne ou dans le cadre d'une médiation en présentiel. La seule différence, et ça c'est quelque chose qui à mon avis est fondamental et c'est là-dessus que j'aimerais insister dans le cadre de mon intervention sur le déroulé de la médiation, il faut que la médiation en ligne soit fluide, c'est-à-dire que tout le monde se sente à sa place,
que tout le monde se sente utile et que les canons de la médiation en présentiel soient respectés, nonobstant le fait que tout le monde soit à distance. Donc, pour moi, la médiation en ligne, c'est comme une médiation en présentiel, avec un dimensionnement qui est sans doute pas le même, puisqu'on n'est pas dans la même pièce. Les avocats, la plupart du temps, ne sont pas avec leurs clients. En tout cas, en période de pandémie, les avocats n'étaient pas avec leurs clients. Donc, chacun est dans sa petite bulle, tout seul, à participer à la médiation. Donc, c'est ce que disait Catherine est vraiment très important. Il est fondamental que chacun se trouve soit à sa place, soit à l'aise, se sente impliqué dans le processus, y compris les avocats. Il existe des réunions en plein air, il existe des apartés, que les apartés soient organisés grâce à la plateforme. Moi, lorsque j'ai commencé, c'était une fonctionnalité qui n'était pas disponible. Donc, on faisait des apartés avec des groupes WhatsApp dédiés que j'avais créés en avance. On avait mis en place un process de communication avec les avocats et les parties de façon à ce que tout ça soit bien compris et que la confiance soit là. Voilà, je pense que le principal enjeu de la médiation en ligne pour le dérouler, c'est faire en sorte que la médiation soit un espace de respiration. Je pense que c'est vraiment très important. On se retrouve en face à face, chacun est sur son écran, chacun raconte son histoire. Il est important que les gens s'écoutent et puissent interagir d'une façon naturelle. Voilà, donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. On a beaucoup écrit sur la médiation en ligne récemment, on a beaucoup écrit sur la place des avocats. Moi, je pense que les avocats ont une place qui est absolument déterminante puisqu'ils contribuent à rassurer leurs clients et ils jouent pleinement leur rôle de conseil. Il faut donc, pendant que la médiation se passe, que les parties puissent interagir de façon confidentielle avec leurs avocats. Il appartient donc aux médiateurs d'être extrêmement attentifs à la façon dont la médiation évolue, à comprendre quels sont les signaux qui sont émis par les protagonistes de la médiation et ne pas hésiter à proposer, à tel moment qu'il jugera opportun, de faire un break pour pouvoir s'arrêter, pour permettre aux parties de débriefer avec leur avocat, pour pouvoir recalibrer leur position, pour évoluer sur le sentier de la discussion. C'est un exercice qui est assez subtil, j'ai trouvé, parce que, alors on a parlé de body language tout à l'heure, etc. Il est clair qu'on n'est pas dans la même pièce, donc on ne ressent pas l'énergie des acteurs de la même façon. Il est donc important au médiateur d'être vraiment de recevoir les autres et d'être bien reçu par les autres pour que tout ça soit bien coordonné. Je pense que l'interaction du médiateur dans le cadre d'aparté avec les avocats est également très importante et elle l'est d'autant plus que les avocats et le médiateur se seront parlé avant que la médiation proprement dite n'ait commencé. Donc en fait, la médiation, si elle est bien préparée en amont, sera vraiment, grâce à l'outil de la médiation en ligne, le prolongement d'échanges qui ont pu avoir lieu avant la médiation, proprement dite. Pour le reste, les questions qui se posent sont finalement des questions assez classiques. Le sujet de la confidentialité revient évidemment souvent. Il est clair qu'il faut insister sur cet aspect-là des choses dans le cadre de la convention de médiation. Il est clair qu'il ne faut pas que les enregistrements, que les réunions soient enregistrées. La remarque vaut également pour la médiation en présentiel. Donc, je pense que l'éthique, en fait, ne change pas trop. Pour ce qui est du partage des documents, aujourd'hui, les logiciels à disposition permettent de le faire de façon assez facile.
Du coup, je pense que vraiment la clé, voilà, c'est de se dire que qu'il s'agisse de médiation en ligne ou de médiation présentielle, ça reste une médiation. L'esprit reste le même. Le déroulé, en revanche, est un petit peu différent et les qualités qu'il faut développer lors de l'exercice de la médiation en ligne sont sans doute un petit peu différentes. Et notamment sur le fait, et Catherine l'a dit à juste titre, que si on ne ressent pas l'énergie des gens qui sont dans la pièce, en revanche, il faut être extrêmement concentré pour bien tenir la médiation et éviter que ça ne dérape, puisqu'il est beaucoup plus facile d'appuyer sur un bouton pour se déconnecter de la médiation que de sortir d'une pièce en claquant la porte. Donc ça me paraît assez important. Donc prévoir, à mon avis, des médiations qui sont sans doute plus courtes, donc plus concentrées. Prévoir des espaces de respiration, ça me semble assez important. Une vraie discipline, évidemment, dans le temps de parole, sans pour autant être rigide, puisque des personnes ont besoin, plus que d'autres, de verbaliser. Et je pense qu'enfin, qu'il y a une chose qui est très importante à garder en tête, c'est qu'il y a une véritable intimité qui se crée dans le cadre de la médiation en ligne. En présentiel, on est tous autour d'une table qui peut être assez grande lorsqu'il y a beaucoup de parties et de représentants qui sont là. Dans le cadre de la médiation en ligne, on est tous sur un écran et on est tous très rapprochés. Donc, le rapport qui va se créer entre les gens n'est pas du tout le même. C'est compliqué à gérer. Ça peut être également aussi un atout. Moi, je pense que c'est un atout. Et je pense que ça explique aussi pourquoi la médiation en ligne, finalement, se passe bien et se passe surtout assez rapidement. Et Georges l'avait rappelé dans le cadre du webinaire précédent, les taux de réussite qu'on a pu relever pour la médiation en ligne sont sensiblement les mêmes que pour la médiation en présentiel. Voilà. Merci beaucoup, David. C'était vraiment une présentation très importante, très intéressante, parce qu'elle nous fait découvrir une nouvelle expérience d'un vécu très récent et face à une situation inédite. Et ce que je retiendrai, c'est cette attention qui est beaucoup plus importante, cette concentration qui est beaucoup plus aiguisée et cette discipline, mais sans qu'elle soit rigide, parce qu'elle suggère aussi une certaine fluidité, une certaine souplesse qui permet au médiateur d'aller au fond des choses et qui respecte non seulement la position des parties et l'importance qu'elles puissent intervenir pour exprimer leurs émotions ou leurs sentiments ou leurs positions, et en même temps cette nécessité pour le médiateur de pouvoir conduire d'une manière efficace le processus pour aller à travers toutes les étapes de la médiation. Donc moi, je voulais juste vous poser une question, David. Vous avez invoqué donc le terme de la fluidité. Donc j'aimerais bien que vous nous expliquiez, donc à travers les expériences pendant cette petite période récente, en quoi elle a consisté exactement. Alors, la fluidité, c'est le fait que les choses fonctionnent bien et que les choses fonctionnent de façon naturelle. Avant, personne ou si peu de gens, et Georges, je pense, est quelqu'un qui fait vraiment exception compte tenu de sa grande expérience. La médiation en ligne, c'est quelque chose que personne ne connaissait. Et les gens y sont venus par défaut, ils y ont été contraints. Et en fait, on était tous confrontés au même problème, c'est comment gérer l'impossibilité de se rencontrer. Bon. Donc, on n'avait pas le choix, les conflits devaient être résolus, donc il a fallu qu'on plonge dans l'océan de la médiation en ligne et qu'on évite de se noyer. Donc, ça veut dire qu'on était tous finalement confrontés au même problème, il fallait bien les gérer. Et ce qui fait que le rapport, enfin moi c'est ce que j'ai trouvé en tout cas,
avec les avocats, qui pour moi sont vraiment les rouages fondamentaux de la médiation, et avec les parties, finalement, c'était assez naturel parce que il fallait tous qu'on surmonte nos craintes en ayant un objectif en tête pour avancer. Et ça, je trouve que ça a beaucoup facilité l'échange et ça a dissipé beaucoup, ça a contribué à dissiper les appréhensions naturelles que l'on peut avoir en début de médiation. À partir de ce moment où on avait une relation qui était plutôt bonne et plutôt saine et qu'on savait qu'on pourrait avancer de façon productive dans la médiation, on a mis en place des process de communication et c'était très facile. C'était très facile parce que les gens répondaient au téléphone, c'était très facile parce que les gens répondaient aux mails et les avocats ont appris à parler ensemble et il s'est créé une relation de confiance et de qualité entre nous, y compris entre les parties, dans un dossier qui était assez compliqué puisqu'il s'agissait de 2 entreprises qui étaient en relation commerciale depuis une vingtaine d'années. Les relations se sont terminées dans de mauvaises conditions et du coup, le ressenti des parties était assez lourd. Voilà. Merci beaucoup, David. Catherine, est-ce que vous avez d'autres éléments par rapport à la création de cette fluidité? Ce que je dirais, je partage complètement les constats de David et on s'est parlé de nos expériences d'ailleurs pour pouvoir s'enrichir l'un l'autre. Ce que je dirais, c'est que pour ma part, bon, la confiance, vous l'avez compris, c'est essentiel. La fluidité, bien sûr, mais il ne faut rien laisser au hasard. Et plus encore que dans une médiation physique, où on arrive dans une médiation physique, peut-être s'il y a un imprévu qui surgit, à ensemble y faire face, parce qu'on est ensemble. Alors que en ligne, quand la médiation se fait sans rencontre physique, mais seulement par des visioconférences ou des téléphones, et essentiellement des visioconférences, c'est plus difficile pour les parties d'accepter que l'imprévu les bloque dans le processus. Autrement dit, il incombe quand même, ou il appartient au médiateur d'avoir anticipé les difficultés dans la mesure du possible. Évidemment, si c'est une rupture de réseau, on ne lui en jettera pas la pierre. Mais si c'est en revanche une difficulté de connexion ou quelqu'un qui n'arrive pas à utiliser l'outil ou une réunion de médiation qui n'est pas assez planifiée avec ces zones de respiration dont parlait David, ça c'est quelque chose qui va peser quand même contre la médiation malheureusement au final. D'où l'intérêt d'avoir le mieux possible préparé en amont et pas préparé en tant que médiateur tout seul dans son coin, mais préparé avec les avocats. Moi, ce que j'ai remarqué dans ma pratique, c'est que ça change essentiellement, dans ma pratique de médiateur, ça change essentiellement 3 choses. J'ai essayé d'identifier ce que ça pouvait avoir modifié. Ça modifie le format de médiation. Moi, je suis assez à l'aise avec en réunion physique, des formats de médiation qui sont longs pour laisser le temps aux parties de dérouler un certain nombre de choses et de faire face à leurs difficultés. C'est plus difficile en ligne et tout le monde le dit, le temps de médiation est plus court, le temps de médiation en plénière. Si le temps de médiation en plénière est plus court, c'est qu'il faut avoir anticipé en amont parce qu'on ne peut pas rompre une plénière dans une médiation en ligne sans avoir anticipé les éventuelles difficultés. David l'a très justement souligné, c'est plus facile de cliquer sur son bouton quitter que de claquer la porte. Donc ça s'anticipe. L'autre chose, et évidemment la multiplication des réunions séparées, de toutes sortes d'ailleurs, en amont de la réunion en ligne, que ce soit par téléphone, que ce soit par échange de textos, que ce soit par des mini-visios avec les avocats, des mini-visios avocat-partie, peu importe les formats, tous les formats, mais plein de choses en amont. La deuxième chose que j'ai trouvée, je l'ai testée très récemment,
que j'ai trouvé utile, c'est un conseil que j'ai reçu de Jérémy Lac, qui est médiateur en Suisse. C'est d'avoir un PowerPoint à projeter au début d'une session plénière pour expliquer les règles de médiation avec des visuels, des choses assez parlantes. C'est en ligne finalement plus supportable que d'avoir un médiateur ou une médiatrice qui vous rappelle les règles pendant un quart d'heure et que déjà au bout d'un quart d'heure, vous êtes déconnecté dans votre cerveau, alors que se rattacher à un visuel permet à chacun finalement d'avoir une autre forme de support en plus du support verbal pour comprendre les enjeux de la médiation. Donc ça, j'ai trouvé très utile comme conseil que donc je repartage puisque l'idée n'était pas de moi. La troisième chose que ça a pu changer, je pense que mon style de médiation en ligne est plus directif sur les problématiques d'ordre pratique. Les points techniques, la planification, l'anticipation du temps de réunion, l'organisation de la prise de parole. La fermeture des micros, par exemple, ça ne veut pas dire que c'est moins flexible qu'une médiation physique. Il faut rester effectivement flexible et assez agile dans le processus. Mais comme le temps est plus court, il y a un certain nombre de décisions qu'il n'est pas inutile que le médiateur prenne pour finalement faciliter le déroulé, cette fluidité sur laquelle vous m'interrogiez, Mohamed. Donc, voilà essentiellement, je pense, les trois choses qui ont pu être modifiées ou changer dans ma pratique. Après, moi, j'y vois des avantages qui sont d'abord que c'est flexible, on peut se connecter de n'importe quel type d'appareil. C'est très englobant, on peut avoir en ligne 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. C'est finalement, en termes de contingence, pas plus, voire moins compliqué à organiser qu'une réunion physique où il faut trouver la salle. Alors, on ne parle pas des distanciations sociales, même sans ça, avoir une salle qui ait suffisamment de contenance, un certain recul, etc. Finalement, en ligne, ça se fait tout seul. C'est assez agile par rapport aux contraintes de calendrier qu'on connaît quand on organise une médiation. C'est accessible, on peut se connecter de n'importe où quasiment. J'allais dire que tout ça, c'est un peu des choses qu'on a déjà entendues. C'est certainement rassurant dans les médiations difficiles. On connaît des médiations même en matière commerciale, des sujets de SCI familiale, des problèmes de succession, où les gens de la même fratrie ou de la même famille ne veulent pas se retrouver dans une pièce ensemble. Et il s'agit d'enjeux familiaux, mais également d'enjeux financiers et économiques. Et donc, cette finalement médiation en ligne, puisqu'elle crée cette distance contre laquelle on a combattu un temps, finalement, elle peut être dans ces litiges-là ou dans les litiges entre associés et actionnaires un avantage considérable pour pouvoir se parler sans avoir à se côtoyer. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très utile. Et puis, bon, je crois qu'on ne l'a pas dit encore, mais on va et je conclurai par ça. C'est pas exclusif. On peut faire du en ligne et du physique. On peut amorcer une médiation en ligne si les parties sont loin, en distance, dans différents pays du monde, pour finalement à un moment se retrouver. On peut lancer le processus comme ça, lancer l'appétit pour la médiation comme ça, et rien n'empêche de se voir, enfin maintenant, de se voir physiquement, au moins en partie ou en petit groupe. C'est un outil à la disposition du médiateur, et le médiateur ne doit pas s'en priver. Merci infiniment, Catherine, pour ce partage très intéressant. Et je voulais donc justement interroger notre président, Maître Fegali, par rapport, parce qu'il a été précurseur en fait et l'un des premiers défenseurs en fait de l'efficacité de cette médiation en ligne, pour qu'il partage avec nous sa grande expérience et en fait toute cette particularité, ce qu'il voit comme élément d'efficacité pour cette médiation. Alors Georges, pouvez-vous partager avec nous de votre grande expérience en la matière?
Bon, merci bien de me donner la parole et de me donner la chance à la fin. Ce que je peux dire, je veux revenir, si vous voulez, aux questions de la fluidité. Ne craignez rien au niveau de la fluidité. C'est naturel comme toute nouvelle chose qu'on apprend. On commence peut-être quand on pratique la médiation en ligne au début, peut-être que ça passe un peu lent, peut-être qu'il y aura quelques difficultés, mais je vous assure qu'après un certain temps, un petit temps, ça va passer avec toute fluidité. Ça va passer avec toute fluidité parce que je vous donne l'exemple, pas l'exemple, c'est scientifiquement prouvé que comme toute chose, quand on apprend à jouer sur le piano, si vous voulez, on commence par utiliser, il y a deux parties dans notre cerveau. Il y a la partie qui est lente qui est dans la partie frontale, et il y a la partie qui est fast, qui est rapide. Alors, quand on apprend, on utilise toujours la partie lente et ça prend un peu de temps, mais ça utilise beaucoup de la matière grise. Mais quand on devient habitué, ça passe dans la partie rapide et ça devient un réflexe et ça passe avec toute fluidité. Et je ne sais pas si on a aussi du temps. Je crois qu'on n'a plus le temps. Je ne sais pas, je veux terminer, mais s'il y a quelque chose d'autre pour ajouter, mais car je dois clôturer. Ouais. Juste en fait, moi je voulais juste rappeler une phrase de Nelson Mandela qui disait que cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Et je pense que véritablement on pensait toujours la médiation en ligne impossible à faire jusqu'à ce que donc il y a eu la Covid qui a accéléré un petit peu les choses. Et je pense que cela nous pousse à méditer et aller vers l'avant, à vraiment à partager vos expériences qui sont très pertinentes et qui nous ont appris beaucoup de choses. L'installation de la confiance, insister sur le rôle de la formation des avocats, qui est un rôle crucial donc pour nous aider, pour aider les médiateurs dans le processus de la médiation. Cette attention très importante à avoir tout le temps de la part du médiateur, tant en amont dans la préparation de tous les détails qui sont de nature à dissiper toutes les peurs et les appréhensions à la fois des parties et de leurs avocats, à rassurer donc le médiateur lui-même par rapport à la conduite de son processus et à la création de cette fluidité de façon à ce que donc cette médiation à distance soit très efficace et qu'elle mène les parties à trouver elles-mêmes donc leur propre solution. Moi, je voulais vous remercier infiniment de vos présentations très pertinentes, très précieuses, et j'en suis sûr qu'on aura l'occasion dans quelques temps de revenir rapidement sur... Tu veux prendre la parole, Georges? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Comme j'avais déjà mentionné dans mon premier webinaire aujourd'hui en anglais, j'invite tous les médiateurs, tous les avocats à commencer à utiliser la médiation en ligne car peut fournir à leurs clients un moyen pratique, accessible, rapide, efficace et moins coûteux à résoudre les conflits. J'utilise ici un mot qui a été utilisé en 98 à Paris, dans une grande conférence à Paris. Mais excusez-moi, j'ai oublié la personne qui était le représentant des barreaux avec la médiation en ligne. Moi, je me permets de modifier. Avec la médiation en ligne, on n'a rien à perdre, tout à gagner. Merci beaucoup, Catherine. Merci, David. Merci, Lotfi. Merci à ceux qui ont assisté à ce webinaire.
et à la prochaine. Merci À la beaucoup. prochaine. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.